Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Philippe Lement et cela constitue une bonne partie de mon métier. J'adore raconter des histoires porteuses de sens. Et cette série de podcasts, Les chemins de l'excellence au gré de l'histoire, vous propose d'en savoir plus sur un certain nombre de pratiques managériales ou de manières d'être et de travailler en équipe ou à titre individuel, et ce, par le biais d'histoires vraies, 100% authentiques et très inspirantes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir John Aaron, ingénieur à la NASA et héros de la mission Apollo 12, à tel point qu'il fut surnommé par ses collègues The Steely-Eyed Missile Man, l'homme missile au regard d'acier, le plus beau compliment que ces ingénieurs peuvent donner à l'un des leurs. C'est une histoire de confiance, d'entraînement et une très belle histoire de délégation responsable. 14 novembre 1969, c'est le jour du lancement de la mission Apollo 12. 4 mois après les premiers pas sur la Lune effectués par Neil Armstrong et Buzz Aldrin avec la mission Apollo 11, la NASA envoie pour la deuxième fois des hommes fouler le sol lunaire. Pete Conrad, le commandant de bord, ainsi que Richard Gordon et Alan Bean se trouvent dans le module de commande, la capsule, et s'apprêtent au décollage. Tout va bien ? Presque. Le temps est à l'orage au-dessus de Cap Canaveral. Un front froid, accompagné de vent et de pluie, couvre le site de lancement de la mission. Parmi les 3000 invités ayant bravé les intempéries pour assister au décollage se trouve le président des États-Unis, Richard Nixon. Et à 11h22, heure locale, la gigantesque fusée Saturne V, elle fait 110 mètres de haut, décolle du pas de tir 39A et s'élève majestueusement. Mais 36 secondes et demie après le lancement, peu avant de pénétrer dans la couche nuageuse, un immense éclair frappe la fusée. Dans la capsule C-108, surnommée Yankee Clipper, les astronautes ne se sont pas rendus compte du phénomène, mais une alarme majeure s'est déclenchée. Les instruments s'éteignent et les données télémétriques ne s'affichent plus sur les écrans du centre de contrôle. À bord du vaisseau, le pupitre d'alarme indique que la centrale inertienne ne fonctionne plus. C'est cette centrale ST-124 qui permet de savoir où on est et de naviguer dans l'espace. Plus grave encore, les alarmes montrent que les 3 piles à combustible fournissant toute l'énergie électrique à bord du vaisseau sont en rade. Il ne reste que le peu de courant contenu dans les batteries. Pete Conrad rapporte au sol « Nous avons perdu la plateforme ». Et l'équipage a à peine le temps de faire le point de la situation que 13 secondes et demie plus tard, la foudre frappe une seconde fois le vaisseau spatial. Après 52 secondes de vol et durant l'une des phases les plus périlleuses de la mission, Apollo 12 se voit privé d'alimentation électrique et le système inertiel leur envoie des données complètement farfelues. Pas de panique, ces gens sont des professionnels, nous avons un problème, nous allons le résoudre. Pas de panique, un peu de stress certainement, et surtout chez le directeur de vol, Gerald Griffin. Celui-ci peut encore avorter la mission. En manipulant une manette de contrôle, on peut activer la tour d'éjection. D'une hauteur de 10 mètres, attachée au sommet de la fusée, celle-ci permet, avec ses 68 tonnes de poussée, d'arracher la capsule au reste du lanceur. Elle est ensuite récupérée grâce à ses parachutes. La fusée, elle, est envoyée dans une autre direction, puis on la fait exploser. On peut faire cela. Mais il y a des conséquences. D'abord, il y a 3 vies en jeu. Ensuite, une mission spatiale coûte 375 millions de dollars de l'époque, ça fait 3 milliards aujourd'hui. Et enfin, le monde entier regarde le lancement. Imaginez l'impact sur la réputation de la NASA. Boum! Et ce qui vient se rajouter comme poids sur les épaules de Gerald Griffin, le directeur de vol, c'est qu'il n'a qu'une minute pour prendre cette décision. 60 secondes. Pourquoi 60 secondes ? Car dans 1 minute, la fusée sera trop loin, on ne pourra plus le faire. Et que fait le directeur de vol durant cette minute ? Il ne fait rien. Il attend. Il attend le retour de ses experts. C'est maintenant qu'ils vont récolter le fruit de tout ce qu'ils ont construit ensemble, par les formations, les entraînements, l'expertise accumulée, la confiance établie entre les membres de l'équipe. C'est maintenant que ça va payer. C'est pas le moment de se dire « on va créer une commission d'enquête, etc. » Too bad, too late. C'est maintenant que ça se passe. La NASA offre à l'époque l'exemple d'une organisation qui se construit en fonction des délivrables attendus et de l'environnement changeant dans lequel elle évolue. Aujourd'hui, on appelle cela une organisation agile. Ils savent que dans de telles circonstances, il faut pouvoir intervenir très rapidement. Alors, que mettons en place au préalable ? Comment nous structurons-nous pour que cela fonctionne ?
Bon, et dans ce cas-ci, un homme est en première ligne. Il s'appelle John Aaron. John Aaron est ECOM, c'est-à-dire Electrical, Environmental and Consumables Manager. Il est en charge des systèmes électriques à bord du vaisseau spatial. Et il observe ses écrans, les données qui y sont affichées, et il tâche d'y retrouver un schéma. Je dis retrouver car John en est sûr. Ce truc-là, je l'ai déjà vu quelque part. Mais où, quand, dans quelles circonstances? Alors il cherche, et il trouve. 2 ans avant, durant une simulation, il a déjà vu ce cas de figure. Et qu'a-t-on fait pour s'en sortir? Il cherche encore, et il trouve. Il appelle le directeur de vol et lui donne une seule commande à effectuer. Try SCE to Oaks. Le directeur est très surpris et demande de répéter. Say again, SCE to Oaks. Et John conclut Oaks, Auxiliary Flight. John Aaron a compris que le problème d'affichage est dû à un dysfonctionnement du SCE, Signal Conditioning Equipment, chargé de convertir les données brutes en données utilisables par les indicateurs du vaisseau et au sol. Cet équipement a cessé de fonctionner en raison de la surtension provoquée par la foudre. Il suggère de basculer le SCE sur alimentation auxiliaire, AUX, afin de relancer ce système. Cette commande, que tout le monde entend dans la salle car tous parlent sur le même canal radio, fait l'effet d'une bombe. Car ce système n'est jamais utilisé à bord de la fusée. C'est un truc obscur, imaginé des années avant à la conception de la fusée. D'ailleurs, lorsque le Capcom, l'officier des communications, demandera à l'équipage d'Apollo 12 « Try SCE to Auxiliary », le commandant de bord, Pete Conrad, répondra « SCE to Auxiliary. What the hell is that? » FCE to Auxiliary? What the hell is that? Mais de quoi s'agit-il? Face à cette proposition soudaine et complètement inattendue, le directeur de vol Gerald Griffin n'a que quelques secondes pour prendre sa décision. Et il dit « Ok John, on va faire comme tu proposes. » Et quelques secondes plus tard, le Capcom demande à l'équipage Apollo 12 de basculer SCE vers Auxiliary. Alan Bean actionne l'interrupteur du SCE sur son panneau de commande, ce qui supprime le dysfonctionnement comme l'avait prévu Aaron. Les seules conséquences de l'incident sont la perte de 9 capteurs installés à l'extérieur du module de commande qui ne joue aucun rôle crucial. 3 secondes plus tard, Pete Conrad rapporte « Ok Houston, everything looks good. » Tout fonctionne à nouveau. Et Apollo 12 poursuit son vol vers la Lune. Le module lunaire, baptisé Intrépide, se pose et après 31 heures passées sur le sol lunaire, les astronautes prennent le chemin du retour. La mission est un succès. Une personne a fait la différence entre l'échec et le succès. Ils sont une vingtaine de contrôleurs de bord dans la salle. Il y a 300 000 personnes qui travaillent pour la NASA à ce moment-là. Une personne fait la différence. Cette personne, c'est vous. C'est chacune et chacun d'entre nous dans notre travail, tous les jours. Est-ce le fruit du hasard? Certainement pas. 3 éléments y concourent. 1. D'où vient la proposition de John Aaron? Est-ce une sorte d'inspiration divine qui lui dit « Try SCE to Oaks » ? Non, il se rappelle une simulation qui a eu lieu 2 ans plus tôt. On a investi dans les compétences métiers de cette personne. Importance à nouveau des formations et des entraînements qui mettent les acquis en pratique. 2. Ensuite, son idée, elle semble hors norme, sortant des schémas classiques. C'est pas du tout ce à quoi s'attendent ses collègues. Qu'aurait-il pu faire, plutôt que de partager cette info tellement bizarre à son patron? Se taire, bien sûr, et personne n'en aurait jamais rien su. Mais non, il ose venir avec son idée. Il ose parce que la NASA a développé à l'époque une culture qui fait que chacune et chacun se sent encouragé à partager ses idées, aussi folles semblent-elles être. 3. Et enfin, que fait son patron? Il lui fait confiance. S'il ne lui fait pas confiance à ce moment-là, il ne le fera jamais. C'est un très bel exemple de délégation responsable, basée sur les compétences de John Aaron et la confiance interpersonnelle qui s'est développée entre eux. En espérant que cette histoire vous a plu, qu'elle a vibré en vous, vient maintenant le temps de l'appropriation, de la traduction. Comment cela résonne-t-il en moi? Comment traduire cela dans mon quotidien, avec mes collègues, mes collaborateurs, mes clients, mes fournisseurs et partenaires? Par quel bout commencer? Une chose est sûre. Sur les chemins de l'excellence, on progresse pas à pas, un pas à la fois.
Choisissez juste un petit pas pour aujourd'hui. Laissons l'équipage d'Apollo 12 poursuivre sa route vers la Lune, dont le commandant de bord, Pete Conrad, une fois le problème résolu, et vous l'entendez ici, a ri, mais ri, durant plusieurs minutes. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir pour une autre histoire sur les chemins de l'excellence au gré de l'histoire.